Lizzie présente Summer Melody de David Nichols, lu par Maxime Van Sanford. À Anna, Max et Romy. Ce que nous, ou du moins ce que pour ma part, j'attribue allègrement à la mémoire, à savoir un instant, une scène, un fait, soumis à un procédé de fixation qui les protège de l'oubli, procède en réalité de l'histoire que l'on se raconte constamment dans sa tête et varie souvent avec la narration que l'on en fait. Trop d'intérêts affectifs contradictoires entrent en jeu pour que la vie soit acceptable, et c'est peut-être la tâche du conteur de réorganiser les choses pour qu'elles aillent dans ce sens. Quoi qu'il en soit, lorsque nous parlons du passé, nous mentons aussi naturellement que nous respirons. William Maxwell. Au revoir, à demain. Première partie. Juin. Elle n'était membre de rien cet été-là. Elle ne faisait partie d'aucun club, ni de quoi que ce soit au monde. Elle se sentait sans aucune attache, et elle rôdait autour des portes. Et elle avait peur. Carson McCullers, Frankie Adams. La fin du monde. La fin du monde aurait lieu le jeudi à 15h55, juste après la fête. Jusque-là, notre expérience la plus proche d'un tel cataclysme à Merton Grange s'était limitée aux rumeurs d'apocalypse qui se propageaient 1 à 2 fois par trimestre, à peu près toujours dans les mêmes circonstances. Mais pas de banales rumeurs d'éruption solaire ou de collision avec un astéroïde. À la place, un tabloïd mentionnait une prophétie maya, une remarque anecdotique de Nostradamus ou un parallèle bizarre dans le calendrier. Et la nouvelle se répandait qu'on allait disparaître en plein cours de physique. Résigné devant cette hystérie, notre professeur soupirait et interrompait sa leçon pendant qu'on se disputait pour savoir qui avait la montre la plus précise. Le compte à rebours commençait. Les filles s'agrippaient les unes aux autres, les yeux fermés et le dos voûté, comme si elles allaient être arrosées d'eau glacée. Les garçons fanfaronnaient, et on pensait tous en secret à ce baiser jamais donné, à telle querelle non réglée, à notre virginité, à nos amis, à nos parents. 4, 3, 2, chacun retenait son souffle. Puis quelqu'un criait « Bang !» et on éclatait de rire, soulagé et presque un peu déçu de nous retrouver vivants, surtout pendant un cours de physique de 2 heures. « Vous êtes contents maintenant ? Remettons-nous au travail, d'accord ?» Et on s'efforçait de nouveau de calculer quelle distance pouvait parcourir un corps soumis à une force d'1 Newton. Mais jeudi à 15h55, juste après la fête, tout allait changer. Le temps avait passé lentement durant 5 longues années, et à mesure que les dernières semaines, puis les derniers jours se succédaient, on sentait flotter dans l'air un mélange d'euphorie et de panique, de joie et de peur, le tout mêlé à un nihilisme effréné. Les courriers adressés à nos parents et les heures de colle n'avaient plus aucun effet sur nous. À quels actes allait-on bien pouvoir se livrer impunément dans ce monde où plus rien ne prêtait à conséquence ? Dans les couloirs et les salles de classe, les extincteurs présentaient soudain un terrible potentiel. Scott Parker oserait-il vraiment dire ce qu'il avait l'intention de dire à Madame Ellis ? Tony Stevens mettrait-il encore le feu au département de lettres ? Et voilà que, chose incroyable, le dernier jour était arrivé. Glorieux et radieux. Et avec lui des entorses au règlement sitôt passé la porte du collège. Cravate portée en bandana ou en garrot, aux nœuds tantôt aussi compacts qu'une noix, tantôt gros comme le poing. Rouge à lèvres, bijoux et cheveux teints en bleu, assez pour évoquer une boîte de nuit futuriste. Qu'allaient faire les professeurs ? Nous renvoyer chez nous ? Ils ont soupiré et nous ont laissé passer. Parce que plus rien ne justifiait qu'on apprenne la définition du bras mort d'un fleuve. La dernière semaine avait été consacrée à des cours décousus et démoralisants sur la vie adulte, laquelle semblait-il consistait pour l'essentiel à remplir des formulaires et à rédiger des CV. Loisirs et centres d'intérêt, socialiser avec autrui, se cultiver devant la télé. On avait appris à équilibrer un budget. Mais plus que tout, on avait regardé dehors, par la fenêtre, en pensant « Il n'y en a plus pour très longtemps maintenant. 4, 3, 2... » À la pause, de retour au foyer des élèves, on a commencé à gribouiller des graffitis au feutre sur nos chemises blanches.
penchés sur le dos les uns des autres comme des tatoueurs dans une prison russe, à recouvrir d'injures sentimentales le moindre espace disponible. Bonne continuation, connard, m'a écrit Paul Fox. Cette chemise pue, a noté Chris Lloyd. Plus lyrique, mon meilleur pote Martin Harper a griffonné Ami pour la vie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.